Good morning everybody. Le docteur André-Dott depuis la cour du palais communal de Conseil. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien et que vous n'avez cesse de rechercher l'Éternel. On va essayer de clôturer avec cette série sur les 10 commandements qui n'en finissait pas. Vous imaginez bien pourquoi. Et nous allons parler aujourd'hui du 8e commandement. À savoir, tu ne voleras point. Tu ne voleras point. Il est interdit de commettre des larcins. Il est interdit de s'approprier une chose qui ne nous appartient pas, qu'on sait appartenir à quelqu'un d'autre. Évidemment, les degrés les plus simples, les plus bas de ce commandement sont en réalité ne sont pas d'un impact réel au cours des événements, ni dans la vie de l'individu, ni à l'échelle un peu plus collective. En ceci qu'en général, ça s'est arrivé au moins une fois, au moins deux fois, au moins plusieurs fois à chacun de nous de piquer comme ça 2-3 pièces du portefeuille des parents. Ce qui évidemment est l'occasion pour chaque parent d'instruire sa progéniture sur ce commandement-là, concernant ce commandement, ou alors de prendre quelque chose comme ça au bureau qui ne nous appartenait pas nécessairement. Évidemment, on peut se dire qu'en fait, ce sont de petites choses, mais l'idéal, d'après moi, c'est autant que faire se peut, il est toujours préférable d'éviter même de prendre possession d'une chose qui ne vous appartient pas. Même si en fait il n'y a pas de réel danger lié à une telle infraction, même si en fait vous savez parfaitement que vous êtes en de bons termes avec le réel propriétaire d'une chose, même si vous trouvez que cette personne n'y verra absolument aucun mal, il est toujours préférable d'éviter, et ce pourquoi? Pour entraîner votre esprit. Parce que dites-vous bien que si à la longue vous avez de la peine à renoncer par exemple à commettre de petites appropriations indues, après ça peut passer à des choses plus grandes, c'est-à-dire la chose peut s'aggraver. Donc pour une question de discipline, d'entraînement, il est toujours préférable d'éviter, quand bien même vous êtes certain du fait qu'il n'y aura absolument aucune conséquence dramatique à votre geste, soit parce que vous êtes hiérarchiquement ou bien d'une quelconque autre façon au-dessus du propriétaire de la chose que vous avez dont vous vous êtes approprié de façon indue, soit parce que vous vous dites que personne ne le saura jamais. C'est toujours préférable d'éviter. Une chose aussi importante à dire concernant ce commandement, c'est parfois l'exagération qui est faite par certains extrémistes ou bien ces personnes qui s'entêtent à faire la volonté de l'Éternel, que l'Éternel le veuille ou pas. Je me réfère là notamment aux individus qui seraient disposés à amputer par exemple le bras d'un jeune enfant qui aurait comme ça volé par exemple un fruit ou autre chose parce que poussé par la faim. Ces individus-là, en fait, ne sont pas vraiment motivés par la volonté de servir l'Éternel. Loin de là, très loin de là. En fait, ce qui les motive, c'est une volonté de faire subir des cruautés. C'est une cruauté profonde qui les caractérise. C'est un certain sadisme. Malheureusement, il se trouve qu'il y a des personnes comme ça qui prennent plaisir à infliger des douleurs, de profondes douleurs à d'autres personnes. Un petit enfant qui se trouve à voler comme ça, lorsque vous en prenez un,
La première question que vous vous posez, c'est déjà de savoir ce qui l'aurait poussé à cela. Évidemment, on comprend bien que c'est la faim, mais s'il se trouve à devoir faire cela, c'est probablement parce que c'est un enfant de la rue, c'est probablement parce que c'est un orphelin, ou bien pas que les enfants, il y a aussi des adultes qui le feraient. Dans le cas d'un adulte, ce serait par exemple un démuni, un SDF, et la chose à faire, loin d'essayer d'appliquer une loi qu'il voudrait qu'on lui ampute le bras parce qu'il aurait volé comme ça quelque chose de si banal, la chose à faire, ce serait au contraire de faire preuve de compassion à son égard. C'est-à-dire, par exemple, déjà lui emballer un petit paquet de fruits et lui faire comprendre qu'il n'avait pas besoin de voler et qu'il serait préférable à l'avenir, lorsqu'il est poussé par la faim, lorsque la faim le ténaille, de venir tout simplement essayer de demander demander la charité dans une certaine mesure. Peut-être pas là-bas, ailleurs aussi, mais de préférer cela. Toujours est-il que de voir amputer le bras d'une personne qui commet un larcin, un vol si banal, c'est surtout de la cruauté. Après, évidemment, il y a des personnes qui mériteraient bien plus que cela, en fait, mais il faudrait bien que la chose soit proportionnelle. Absolument, parce qu'il y a différents degrés de vol. C'est une chose que de dérober une pièce du portefeuille de votre parent, ou bien de prendre comme ça quelque chose dans un bureau, quelque chose qui ne vous appartient pas. Ça en est une autre que de faire quoi? Quel exemple est-ce que je pourrais prendre? Que de se rendre par exemple chez un individu, c'est-à-dire par effraction, en cassant comme ça, en défonçant la porte de sa maison, armé jusqu'aux dents, pour essayer par exemple de lui prendre ce qu'il a dû travailler à la sueur de son front. Et je crois que là, c'est même un cas particulièrement intéressant et qui montre encore, dans certains cas, combien l'humain parfois peut être, peut-être voué au mal. Pourquoi? Parce que, vous savez, je vais prendre le cas de l'Italie où, lorsqu'une personne, par exemple, à supposer qu'une personne entre chez vous par effraction, en essayant bien entendu dans l'intention de cambrioler, même armé, pratiquement vous n'avez pas le droit, c'est une folie, vous n'avez pas le droit de vous défendre, tel que par exemple lui tirer dessus. Je me rappelle très bien le cas de ce pépé qui avait ouvert le feu, sur un cambrioleur, il l'avait tué, et le pépé, carrément, il courait le risque d'être condamné, quoi. C'est pratiquement toute la presse qui s'est jetée dessus lui en essayant, justement, il n'avait pas le droit, il ne devait pas ouvrir le feu. Évidemment, en utilisant cette fameuse carte, comme quoi, vu que le cambrioleur était un étranger, et là ce sont des faits objectifs, en fait, son acte était motivé principalement par la xénophobie. Supposons que le pépé, justement, fut, en effet, xénophobe. Toujours est-il qu'il était dans son bon droit. Un individu se rend chez vous par effraction, c'est-à-dire c'est un abus, vous êtes tranquille chez vous, vous dormez avec votre épouse, avec vos enfants, vos petits-enfants. Un individu, il arrive, il défonce la porte comme ça, et puis après, vous n'avez même pas le droit de lui tirer dessus. Oh que non. Dites-vous bien que cet individu, peut-être, serait-il... Fort heureusement, au final, ça avait fait un tollé général, mais après, il n'avait pas été condamné. Mais il y a des cas où, en attendant, le traumatisme qu'il a subi est une chose pour laquelle il devrait même être dédommagé. Donc, il faut savoir que peut-être que même à la limite, la justice des hommes le condamnerait, mais devant l'Éternel, il serait absolument innocent. C'est le cambrioleur qui reste chez lui, il réfléchit plutôt que de réfléchir à des idées licites, légitimes pour améliorer sa vie par le travail, par l'industrie, par autre chose. Industrie pas dans le sens moderne, dans le sens de travail évidemment. Le gars, il se dit non, je vais choisir. Il suit les démons qui le hantent et il se dit je vais suivre la voie de la facilité. Je vais me rendre chez quelqu'un qui a déjà travaillé et je vais m'approprier ce qui lui appartient. Oh non.
vivement que vous ouvrez le feu sur un tel individu sans le moindre égard, parce que de cette façon, au moins, ça épargnerait d'autres victimes éventuelles. Une personne n'a pas ce droit-là. Déjà que même se trouver à devoir tirer sur une personne, ça vous traumatise, quoi. Donc, en tout et pour tout, c'est le cambrioleur qui est coupable. La vraie victime, c'est l'individu qui est comme ça, réveillé au beau milieu de la nuit et qui doit se faire face à quelqu'un qui en veut, peut-être pas à sa vie, qui en veut au fruit de son labeur. Au fruit de son labeur. Et il a tout droit de se défendre. Et ce d'autant plus que des fois, il se trouve qu'il y a d'autres personnes avec lui. D'autres personnes qu'en tant que chef de famille, chef de la maison, il a le devoir de protéger. À côté, évidemment, il y a d'autres vols qui sont un peu plus, on va dire quoi, macroscopiques, qui sont plus grands et qui, dans la société aujourd'hui, ne sont même pas perçus comme tels. Je parle notamment là des vols qui sont perpétrés par nos très chers amis, les banquiers. Eux, ils ont compris, évidemment au service des seigneurs ténébreux, ils ont trouvé le moyen, mais ils y pensaient, ils y réfléchissaient, c'était des plans séculaires, ils y réfléchissaient depuis longtemps. Ils ont trouvé le moyen justement de légitimer leur vol. Tant et si bien qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt, les taux usuriers qu'ils appliquent pour déposséder les populations ne sont pas perçus comme des vols, même s'ils en sont. Vous avez dû, si vous vous y intéressez un peu, ou bien si au moins vous êtes woke, ou bien un peu éveillé, ou bien si vous vous intéressez vraiment à la vérité, à la réalité des choses, vous savez certainement que les prêts bancaires, par exemple, ne sont pas conçus pour être remboursés. Évidemment que non, parce que les gars, ils se font un tas de thunes sur les intérêts qu'après vous vous trouvez à payer pour des années. Après, on fait des refinancements, encore et encore. Et justement, de l'esclavage moderne. Pardon. Et c'est du vol, absolument. C'est du vol, un vol qui cependant a été légitimé, qui est accepté, nous savons qui est le prince de ce monde, et malheureusement, nous vivons pratiquement sous son joug, et justement, il peut faire voter n'importe quelle loi, mais il faut aussi dire qu'à côté de ça, il y a aussi les populations, c'est-à-dire les masses qui, dans une certaine mesure, y consentent. C'est-à-dire, en réalité, le prince des ténèbres n'y arriverait pas, simplement comme ça, par la contrainte, par obligation. Non, il a trouvé le moyen de tromper les masses, de les amener justement à lui donner leur aval. Exactement. En réalité, tout ceci est toujours déclaré. Vous vous rappelez du décret sur la disponibilité perpétuelle de la vérité. Le banquier même, avant que de vous entuber, il vous fait signer des papiers dans lesquels c'est déclaré précisément ce qu'il a l'intention de vous faire, à vos orifices, à votre bas orifice. Et sauf que c'est écrit en tout petit et rarement, du fait d'une certaine oisiveté qui nous caractérise, nous les humains. On ne se donne pas vraiment la peine de lire tout cela tellement on est impatient d'avoir de quoi prendre notre nouvelle maison, de quoi prendre notre nouvelle bagnole. On signe, et puis après, voilà, on est pris, on nous a eu. Mais il n'en demeure pas moins que ce sont des cas de vol. C'est des vols. Et une chose aussi à dire concernant le vol, c'est que, là, en fait, une chose à répéter, à réitérer, c'est le fait qu'il y a différents degrés. Il y a des degrés, il y a des vols qui, à la limite, devraient être punis carrément par la peine capitale. Et j'illustre mon propos. Imaginez, nous avons parlé au début d'un
d'un petit enfant qui volerait un fruit, un enfant ou un SDF, ce qui serait quelque chose de plutôt pas si grave que ça, pas si méchant que ça. Là, et à la fin qu'il le tenaille, et à supposer qu'ils doivent, que l'individu qui se rend coupable d'un tel acte doive quand même subir une certaine peine. On lui donnerait quoi comme peine? Une claque, des réprimandes, un blâme à la limite, en fait, un blâme tout simplement, en l'exhortant justement à essayer de recourir à d'autres moyens qui soient un peu plus en règle avec les normes actuelles. À côté de ça, imaginez, vu que je me trouve justement dans un pays qu'on définit comme étant un pays du tiers-monde, imaginez, et il y a des cas, je vous assure, que cette situation, la situation de ces pays n'est pas due qu'à l'Occident, comme beaucoup croiraient, en partie, c'est le cas, mais à côté, il y a des individus bref, ce sera un sujet pour un autre jour. Bref, donc, considérons un ministre qui reçoit le budget de son ministère, le ministre de la Santé, par exemple. Il reçoit, on va dire quoi, disons comme ça, 2 milliards. Des fonds qui sont destinés, par exemple, à l'entretien des hôpitaux, des structures hospitalières, à l'acquisition de médicaments, d'insuline pour les diabétiques ou d'autres produits d'instruments chirurgicaux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il juge bon de se taper un 4e 4x4, un 5e 4x4, de construire un nouvel immeuble à l'une de ses 60, à l'une de ses 15 petites amies, de ses 15 amantes. Et après, ce qui repart, il ne laisse qu'une portion vraiment minime de ce budget initialement alloué. On parle là évidemment des détournements de deniers publics. Et je trouve qu'une telle action aura des répercussions vraiment extrêmes. Parce qu'après, il y aura des centaines, des milliers de personnes qui passeront de vie à trépas pour n'avoir pas eu leurs médicaments, pour n'avoir pas eu leur dose d'insuline, par exemple, pour n'avoir pas été pris en charge à temps, parce qu'il n'y avait pas assez de personnel dans certaines structures hospitalières. Il n'y avait pas assez de personnel. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas de fric pour en employer. Et tout ça et pourquoi il n'y avait pas de fric? Parce qu'un certain ministre a décidé de s'accaparer, de voler justement des deniers publics. Là, c'est un crime. Vous comprenez bien qu'un tel crime mériterait littéralement la peine C. Absolument. C'est un vol comme le cas du SDF ou du petit enfant qui vole un fruit, mais d'une proportion gigantesque. C'est quelque chose de vraiment plus, de très 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 loin plus grave. Et qualifier ainsi un tel acte, c'est-à-dire mettre la gravité d'un tel vol à un degré si élevé ne relève pas que d'une opinion personnelle. Il est assez facile d'en juger de façon objective. Et il s'agit là justement de prendre en considération les répercussions directes sur des personnes, sur les individus, sur la population. C'est même en fait un vol indirect qui cependant a des conséquences dramatiques, des conséquences lourdes, qui impliquent carrément le passage de vie à trépas. Donc ces personnes-là, qui dans une certaine mesure pourraient tout simplement se targuer de n'être que des criminels n'ayant commis que des offenses qui ne seraient pas si graves que ça, en réalité ont commis des crimes qui leur mériteraient littéralement d'être pendus sur quelques places publiques. Sur quelques places publiques, absolument. Et concernant le vol aussi, évidemment, il y a certains vols qui sont historiques, c'est-à-dire qui semblent être, dans une certaine mesure, passés à l'histoire et qui ne sont même plus vraiment reconnus ou perçus comme tels, mais qui n'en demeurent pas moins. Des vols, des crimes qui ont été commis à un certain moment de l'histoire et pour lesquels, d'une façon ou de l'autre, un jour ou l'autre, il y aura un certain retour. Tenez par exemple, lorsque je vous dis Australie, ce qui vous vient à l'esprit, c'est
immédiatement comme ça, je veux dire en termes de population locale, ce qui vous vient immédiatement à l'esprit, c'est certainement des individus qui apparaissent, qui sont d'un phénotype, disons, occidental. Même si en fait, les populations locales, les populations autochtones sont très très loin de correspondre à un tel phénotype. Pourquoi en est-il ainsi? Il en est ainsi parce que ces populations ont subi un vol de terre comme ça, c'est-à-dire après, ça s'accompagnait en général de d'autres actes encore plus féroces et atroces, mais il y a eu sans aucun doute une certaine appropriation indue des vols, c'est-à-dire, et en fait ce n'est même pas si surprenant que ça, parce que les personnes qui s'y rendent, ce sont initialement des prisonniers britanniques, des criminels en fait, qu'on exile dans ces contrées lointaines-là. Et qu'est-ce qu'ils y font? Ils y font ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire commettre des crimes, se mettre à massacrer, à tuer, et à s'approprier justement ces terres qui aujourd'hui, évidemment, ne leur appartiennent pas. Il y a aussi un cas qui est intéressant, c'est celui par exemple des Boers en Afrique du Sud, qui aujourd'hui, dans une certaine mesure, se disent, et ils défendent la chose haut et fort. Ils affirment que, étant nés sur ces terres-là, vivant depuis je ne sais combien de générations, ces terres-là leur appartiennent. Mais absolument pas. Mais alors, absolument, évidemment, là, ça touche un autre thème, mais on y reviendra un autre jour. Mais en attendant, chose est certaine, ce sont des terres-là qui ont été acquises par le vol, par la violence, et qui représentent justement des appropriations absolument indues et qui n'ont absolument aucune légitimité. Mais alors, absolument aucune légitimité. C'est le fruit, ces terres sont le fruit d'un vol, mais de pire encore. Et c'est pas parce que plusieurs générations sont passées que du coup vous devenez un propriétaire légitime d'un bien qui avait été volé par votre arrière-grand-père. Absolument pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Les hommes pourraient créer des lois pour légitimer une telle possession, mais d'un point de vue cosmique, rassurez-vous, une telle possession reste illégitime. Elle reste absolument illégitime et finira d'une façon ou de l'autre par revenir dans les mains de son réel propriétaire. Et donc voilà, c'est ce qu'on pourrait dire concernant ce commandement, à savoir, tu ne voleras point. Et puis là, je crois qu'il me vient à l'esprit un autre cas de figure qui est particulièrement intéressant, que j'ai presque failli louper. Il s'agit notamment des cas de figure où, par exemple, vous vous promenez dans la rue comme ça, et par hasard, vous tombez sur sur une somme de fric, sur une mallette, sur un petit sac, sur un portefeuille qui contient du fric. Là, qu'est-ce que vous faites? Disons que nous allons commencer par exclure les cas de figure où il y a par exemple les documents personnels d'un individu. Vous comprenez bien que si vous trouvez comme ça un objet perdu, un portefeuille qui contient des documents personnels d'un individu, la morale, d'un point de vue moral, éthique, nous avons l'obligation d'essayer de nous arranger à ce que cette personne rentre en possession de ces documents. Et pas simplement parce que la loi nous y oblige, nous l'impose. Principalement parce que, en essayant de se représenter la galère que peut représenter dans quel état peut se trouver le propriétaire de ces documents-là. On sait parfaitement qu'en général, ce sont des procédures de plus ou moins qui prennent du temps, qui prennent peut-être pas un peu moins dans les pays industrialisés où c'est un peu plus rapide, mais ça reste tout de même en général un peu fastidieux. Ça l'est encore davantage dans des pays du tiers-monde.
Donc lorsque vous représentez toute la peine que peut avoir cette personne à devoir refaire tous ces documents, tout le stress qu'elle peut vivre, ou bien carrément des situations urgentes qui peuvent être bloquées du fait de ne pas d'avoir perdu ces documents, eh bien, quand bien même il y aurait du fric que vous n'aurez absolument aucun problème à vous approprier comme ça, vous avez quand même on a l'obligation de s'arranger à ce que cette personne rentre en possession de ces papiers-là, soit que vous essayez de trouver un numéro de téléphone, s'il y en a, de contacter cette personne pour lui remettre cela, ou soit que vous déposiez justement de tels papiers à un poste de police. Toutefois, je crois que la chose est un peu plus difficile lorsqu'il ne s'agit que de fric, et de beaucoup de fric. Alors, encore pour le portefeuille, lorsqu'il ne s'agit que on va dire quoi, de 2-3 billets de 5 euros, bah, on s'en fiche assez facilement, pour certains, évidemment. Mais s'il s'agit d'une très très grande somme, on va dire quoi, le million par exemple, vous rencontrez une mallette comme ça, ou un sac, vous voyez les petits sacs qui contiennent les fameux sacs des Dalton, les sacs dans lesquels les pourvoyeurs de fonds en général tassent le fric. Vous en trouvez un comme ça qui contient 1 million d'euros. Que feriez-vous? La chose, ce sac ne vous appartient pas. Et je peux vous assurer que personnellement, je veux bien croire que si je me trouvais dans une telle situation, je réussirais, je trouverais la force en moi d'être honorable et d'aller justement restituer ce fric-là, vu qu'il ne m'appartient pas, peu importe son origine, peu importe si c'est une mallette qui a été perdue comme ça par une organisation mafieuse ou bien par une banque, mais comment dire, ça ne m'appartient pas. Je veux bien croire que j'en serais capable, mais je ne vous le garantis pas, mes chers amis, ce serait vraiment compliqué, et là je parle évidemment sincèrement. Je me pose vraiment la question, je me demande parfois si j'aurais la capacité de m'imposer la discipline, la morale qu'il faut pour ne pas m'approprier un tel bien, vu au vu de la somme. Et vous savez bien que dans ces cas de figure, l'esprit humain a cette capacité à rationaliser, à inventer toutes sortes de prétextes, d'excuses pour pouvoir s'approprier un tel montant, des excuses, des prétextes du genre, eh bien, c'est certainement une organisation mafieuse qui a perdu ce fric. Je crois que je ferais bien si je ne le restituais pas. Comme ça, au moins, ils auraient une sorte de punition. Et en plus, si c'est une banque qui a perdu ce fric, oui, depuis le temps qu'ils entubent les populations, je crois bien que ce serait une très bonne chose que de ne pas leur restituer cet argent. Évidemment, si vous choisissez cette voie-là, je crois que le moins que vous puissiez faire, la moindre des choses, ce serait aussi de vous comporter dans une certaine mesure comme Robin des Bois. C'est-à-dire que de cette somme que vous aurez trouvée, vous devrez mettre au moins la moitié dans des œuvres charitables, c'est-à-dire au moins la moitié de cet argent devra aller soit à des orphelinats, soit distribué comme ça à des STF, à des démunis, au moins la moitié, idéalement plus que la moitié même. Et là, c'est aussi à supposer évidemment que vous êtes un pauvre, que vous n'avez pas de moyens, que vous n'avez pas une certaine situation. Bon, mais après, comment on dit, ne disons pas, n'affirmons rien tant qu'on ne s'est pas vraiment trouvé dans une telle situation. Bref, je crois qu'il y a certainement beaucoup de choses à dire concernant le commandement sur le vol. Ça se fera en commentaire ou bien dans une autre vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous remercie d'être toujours dans les parages, de rester des citoyens fidèles de la commune de Conseillonne. Je remercie tous ceux qui m'apportent leur soutien chez Patreon. Je remercie tous les résidents de la commune de Conseillonne. Et comme d'habitude, rappelons-nous toujours que soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rondo Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. Sawa Bona et la paix de Ya.